Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck Fauter pour Crystal Carbone, les podcasts qui traitent de la psychologie, la philosophie, la spiritualité et l'astrologie au quotidien. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas publié un podcast, donc je suis content de vous présenter pour ce 5e épisode un sujet plus que d'actualité, les concepts de réussite et d'échec. Donc on va déjà voir qu'est-ce qu'on appelle une réussite ou un échec, puis on regardera les conséquences à cette vision manichéenne des choses, et comprendre en quoi il est important d'adopter une vision plus nuancée. Alors la réussite, on en parle à tour de bras. D'abord, quand on est petit, nos parents nous disent qu'il faut réussir à l'école. Puis une fois dans la vie active, on se dit qu'on se doit de réussir. Puis une fois qu'on est nous-mêmes parents, on dit à nos propres enfants qu'ils doivent eux-mêmes réussir à l'école à leur tour. Un licenciement, un enfant qui échoue à l'école, une rupture sentimentale, un bilan de vie vide de sens. Tout ça, ça rentre dans le grand pot pourri de l'échec. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça signifie en fait tout ça ? Alors, il faut déjà comprendre la définition qu'on donne aux mots réussite et échec. Alors le mot réussite, d'après Monsieur Larousse, signifie, je cite, « succès, résultat favorable ». Alors, succès, ok, mais ça c'est subjectif. Le succès, il est relatif à chacun selon la perception et les attentes qu'on en a. Et les résultats favorables, c'est idem. Favorable, ok, mais pour qui ? Et pour quoi faire ? Donc la notion de réussite, elle inclut la personne concernée, un objet extérieur à elle, un rapport entre elle-même et l'objet, et un résultat attendu qui sert de point de référence. Une réussite, elle existe que s'il y a un point sur lequel se référer et à comparer. C'est un point relatif. Au-delà de ce seuil référentiel, on considère que c'est une réussite. Et en deçà de ce seuil, on considère que c'est un échec. D'ailleurs, la définition de l'échec donnée par Monsieur Larousse est suffisamment explicite là-dessus. Résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise, manque de réussite. Donc là, l'échec apparemment, c'est pas très joli en fait. En bref, on a une action qui entraîne un résultat, un sujet et un objet avec la projection d'une attente. Donc maintenant que la définition est donnée, on va tenter de comprendre pourquoi les concepts de réussite et d'échec sont si présents dans les esprits à notre époque. On considère donc que quand une tentative est initiée, elle doit de manière implicite automatiquement revêtir un caractère de succès. Puisque dans l'absolu, on n'initie pas quelque chose dans le but d'échouer. Le but, c'est toujours de progresser, d'évoluer, d'accomplir. Ok, mais alors, pourquoi est-ce qu'on se met autant de pression sur le caractère de réussite ou d'échec d'une initiative ? Alors pour moi, il y a plusieurs causes à ça. Déjà, les projections parentales. Donc les parents, ce sont nos premiers interlocuteurs de vie avec lesquels on a nos premières interactions. Donc ce sont eux qui les premiers jugent ou non si ce qu'on fait, c'est bien fait ou mal fait. Quand on est bébé et qu'on parvient à manger sans en mettre partout, on nous applaudit. C'est une réussite. Et quand on en met partout, c'est un échec, mais à la limite, on nous pardonne, car on est bébé. Et c'est d'ailleurs le seul moment, je dirais, où on nous pardonne l'échec. Puis quand on grandit, dans la petite enfance, on commence à avoir conscience de nous-mêmes et de notre impact dans notre environnement direct. Lorsqu'on parvient pas à faire notre puzzle ou notre Lego, qu'on perd à un jeu de société ou qu'on chute en essayant de faire du vélo à 2 roues, on le vit comme un échec, puisqu'on parvient pas à conclure l'opération initiale. Alors les parents, ils nous expliquent une méthode, une logique, etc. Ou pas d'ailleurs, parfois on se débrouille tout seul. Puis en grandissant, au-delà des frontières parentales, il y a la sphère familiale. Chacun y va de sa petite appréciation quant à nos actions ou nos paroles. Fais pas ci, dis pas ça, travaille bien à l'école, t'es un grand, etc. La famille, c'est notre plus grand tribunal, dans lequel on se sent très souvent obligé de se justifier, ou très souvent jugé sur le caractère de réussite ou d'échec des initiatives. Et parfois, ça peut durer toute une vie. Ensuite, au-delà des frontières familiales, il y a la sphère sociale. On est en interaction avec des gens d'une autre sphère que la nôtre. Réussir ou non à établir des liens sociaux, ça relève pour certains d'un vrai défi. On peut très mal vivre le fait de ne pas parvenir à se faire des amis et le vivre comme un échec. Et puis c'est sans compter sur nos professeurs à l'école qui ont pour rôle, eux, de juger le degré de réussite ou d'échec de nos propres initiatives. Puis, sorti du cadre éducatif et social de premier degré, je dirais, on rentre dans la sphère professionnelle.
Donc on a le poids ici du jugement socio-professionnel d'une part, mais aussi du jugement de nos pairs, PAIRS. En premier, il y a votre patron. C'est lui qui dit si ce que vous faites, c'est une réussite ou si c'est un échec. Avec la récompense à la clé, votre salaire. En second, il y a vos collègues. On peut être soucieux de l'image qu'on leur renvoie, puisque c'est leur appréciation qui permet, ou non, une intégration socio-professionnelle plus inclusive. Du moins, ça c'est ce qu'on pense. Tout ça, c'est sans oublier la comparaison avec nos amis, nos parents, nos voisins, etc. Le degré de réussite ou d'échec, il est désormais quantifié ici par rapport à une échelle fixée par une norme sociale. Grande maison, grande voiture, une aisance financière, ou encore être dans le rail des volontés parentales, reprendre une affaire familiale, etc. Puis quand on a des enfants, on a tendance à projeter sur eux exactement la même chose qu'on a projeté sur nous. On leur dit qu'il faut réussir à l'école, qu'il faut donner l'exemple, ou qu'ils doivent savoir comment faire ou aller pour pas galérer comme papa-maman. Et je parle pas des fratries où l'aîné doit souvent donner l'exemple au cadet. Ce qui semble en soi plus ou moins légitime et logique, dans la mesure où on veut que le meilleur pour ses enfants et leur épargner de vivre les épreuves qu'on a pu vivre. Ensuite, au-delà du cadre social, on a le cadre culturel et ou religieux. Pour moi, c'est étroitement lié. Donc ici, l'impact, il est plus que significatif, parce qu'il agit comme un buvard tout le long de notre existence. Dans certaines cultures, la réussite professionnelle et surtout financière et matérielle, elle trône au-dessus de l'épanouissement personnel. Ou encore, le prestige d'une ethnie, d'une culture, d'une lignée doit prédominer celle d'une autre quoi qu'il en coûte. Et historiquement, ça a toujours été. Si on agit bien, alors c'est une réussite. On est gratifié, canonisé par son peuple, son groupe d'appartenance, ses fidèles, peu importe. Et si on n'agit pas dans le sens attendu, alors c'est un échec. On devient un paria, on est exclu d'une sphère, rejeté ou mis au banc par le système dans lequel on a grandi ou évolué. Sauf que c'est là que réside le nœud de la problématique. Depuis notre naissance, au final, on nous apprend qu'il faut nécessairement agir selon une volonté extérieure, en vue d'une rétribution pour, entre guillemets, notre bien-être personnel. Le bébé qui a droit à un câlin, l'enfant qui a droit à un jouet en récompense s'il est sage, l'ado qui a droit d'être sur son téléphone ou sa console s'il a une bonne note, l'adulte qui a droit à une prime s'il a réussi une mission qu'on lui a confiée, le sexagénaire qui a droit à sa retraite s'il a su se tenir à carreau toute sa vie professionnelle, la personne âgée qui a droit de vivre une vie décente si elle a réussi à thésauriser suffisamment de richesses, ou l'étranger qui a droit à être intégré dans un pays hôte s'il réussit à prouver qu'il en est digne et qui génère de la ressource. J'exagère volontairement le trait, mais vous saisissez l'idée. La réussite d'une initiative, elle est conséquente à une façon de faire donnée, qualifiée de juste par le plus grand nombre pour être bénéfique. Et à l'inverse, l'échec d'une tentative est conséquent à une façon de faire qui va en vent contraire du communément établi ou de la logique d'un système plus global. Donc forcément, on empathie quoi qu'on en dise. Il y a une très forte pression psychologique et une charge mentale non négligeable qui font qu'on en vient à agir en fonction d'un résultat attendu plutôt que pour l'expérience qu'une initiative procure. Bilan des courses, on est particulièrement sévère avec soi-même et par extension avec les autres aussi. Il n'est donc pas question ici de faire des choses qui ont du sens, mais plutôt de faire des choses pour réussir selon une norme héritée ou imposée. Alors selon les profils, ça va se traduire par soit boire la tasse et une bonne descente d'organes, soit une saturation, et là c'est l'explosion. Dans tous les cas, le mode de fonctionnement selon les concepts de réussite ou d'échec sont à mon sens une des causes principales des dépressions et du mal-être des gens au quotidien. Il n'y a qu'à observer la société de nos jours. La question du bien-être, elle est centrale, et je sais de quoi je parle. Des tas de reconversions professionnelles pullulent, il n'y a jamais eu autant de cas de dépression, autant chez l'adulte que chez l'enfant, et nombreux sont celles et ceux qui sont en perte de vitesse, ou qui se sentent littéralement à côté de la plaque. Alors certains cherchent leur voie, un moyen de comprendre leurs enfants, à se libérer d'une charge parentale, familiale ou culturelle, ou encore cherchent leur moitié, etc. Donc pour moi, tout ça, ça repose en partie essentiellement sur un point, le concept de réussite ou d'échec. Si vous initiez quelque chose, admettons un projet professionnel, puis vous faites des choix qui vous amènent à péricliter jusqu'au burn-out. Ça, c'est un cas relativement classique. Vous vous en voulez, car vous n'avez pas senti le vent tourner, ou bien encore que vous n'avez pas osé peut-être partir de votre boulot au moment opportun.
Ou encore que votre propre business s'est écroulé à cause de négligence. Ou même parfois vous avez dû vous sacrifier pour subvenir aux besoins de vos enfants ou de votre famille, etc. Bref, vous voyez le truc. Donc, grosso modo, généralement on vit ce genre de situation comme un échec pur et dur. On nous dira alors, comment tu veux que je vois ça comme une réussite, j'ai tout perdu, et puis qu'est-ce qu'on va penser de moi maintenant? Car oui, souvent, il y a le regard des autres derrière, il y a le jugement. Des parents, de la famille, des enfants, des amis, des conjoints, bref, jugement des autres. Maintenant, vous prenez cette même situation, mais en vous positionnant d'une manière bien plus détachée, en prenant plus de hauteur. Alors oui, certes, dans les faits, vous perdez votre travail, votre santé, l'estime de vos pairs, votre capacité financière, etc. Mais en y regardant de plus près, à une situation qui s'effondre, est-ce que ça serait pas justement une opportunité pour refaire autrement? Il est pas rare qu'on ait des opportunités de changement dans nos vies, mais qu'on ne voit pas forcément passer. Ou bien qu'on est juste sourd. Sauf que souvent, on a quelque chose à comprendre pour évoluer. Et pour le comprendre, il faut changer quelque chose. Mais changer ce quelque chose, ça impliquerait de générer un bouleversement qui renverserait un peu trop l'ordre établi et qui augmenterait considérablement les probabilités de ce qu'on appelle l'échec. Alors échec autant dans l'exécution que de la situation qu'on s'est évertué à stabiliser pendant X temps. On aura donc tendance à se satisfaire d'une pseudo-réussite passée et vivre à travers elle plutôt que de vivre ce qu'il y a à vivre, donc vivre l'inconnu. Si vous vous détachez d'une quelconque attente en matière de réussite, vous vivrez sûrement les choses en étant davantage focalisé sur l'expérience procurée par l'itinéraire. Autre exemple classique, votre couple. Il vole en éclats alors que vous y avez fondé beaucoup d'espoir et d'attente, vous êtes donc effondré. Alors rassurez-vous, c'est pas un échec en soi, c'est une conséquence directe, un cumul de choix qui ont donné une direction et un point de sortie. C'est tout. Il n'y a ni bon ni mauvais choix. Juste des choix qui vous semblaient justes à des moments clés, et qui arrivent à un moment où ils sont plus adaptés à vos besoins au présent. Donc, comme on refait pas le passé, ce qui compte, c'est pas de s'accabler en se sentant indigne de nos initiatives prises ou bien manquées. Ce qui compte, c'est de se dire « Ok, je suis dans le dur », mais c'est une étape nécessaire pour probablement transformer un aspect qui n'allait plus. Généralement, ce genre de situation, elle n'est pas due au hasard. Il y a toujours un lien de causalité. On se retrouve pas face à l'adversité juste comme ça. Et pour bien appréhender ce genre de situation, il est essentiel d'intégrer que tout bouge, tout change, rien n'est fixe. C'est la loi de l'impermanence. Un fruit, il est bon à manger que lorsqu'il est mûr à point. Cueilli trop tôt, c'est pas terrible à manger. Et trop mûr, soit il pourrit, soit il tombe de lui-même de là où il a poussé. Quand on s'accroche, il y a trop de fixité, ça devient rigide et cassant, ça réduit considérablement la mobilité et l'évolution. Et quand on a peur de se fixer, il y a trop de volatilité et peu d'ancrage. Ça glisse, il n'y a rien qui peut pousser de manière pérenne et c'est instable. Donc il s'agit de trouver un juste milieu, mais pour ça, faut parvenir à dépasser cette notion de réussite ou d'échec, car c'est ça qui nous limite dans nos actions à suivre. Que le fruit soit trop ou pas assez mûr, c'est pas une fin en soi. Ça nous apprend juste à mieux comprendre les cycles, à être plus attentif à la manière dont on le nourrit et à son environnement. Ça permet d'être plus conscient de ce qui doit être conservé et de ce qui doit être abandonné. Votre enfant, par exemple, il est en proie à une rébellion du système. Il en a marre de tout, il a envie de rien. C'est pas un échec de votre éducation. Et surtout, c'est pas un échec pour lui, car c'est généralement ce qu'on lui dira, qu'il est en situation dit d'échec scolaire. On lui profile un avenir sans contour dans lequel avoir envie de rien, c'est voué à finir comme une âme errante, et qui parviendra jamais à avoir une vie Ikea comme le voudrait la bienséance sociale. Vous savez, le cliché du pavillon, le petit chien, le scénic, les vacances au ski l'hiver et à la mer l'été. Alors ça peut convenir aux parents, à la famille, après tout, on juge pas, hein. Mais, et lui au final? Lui, il a peut-être envie de vivre une vie sans filet, ou à contrario, de vivre une expérience qu'il n'oserait pas formuler justement parce qu'il a peur d'être jugé. Parce que ses envies et ses rêves à lui, ils sont loin des conventions établies, ou loin des rêves inachevés des parents ou de la famille. Peut-être que pour cet enfant, avoir la moyenne sur un contrôle ou au résultat du bac, ça signifie rien pour lui. Ça n'a aucune portée ni utilité dans la vie de tous les jours. Que ce qui compte pour lui, c'est le plaisir qu'il tire d'une expérience de vie, ou que ce qu'il engage doit nécessairement faire sens pour lui.
On s'est tous enfermés au moins une fois dans ce système de rétribution, de jugement de valeur, de code par projection. On a tous répondu depuis notre naissance aux projections de notre entourage direct et indirect. Et l'inconscient collectif, il a aussi un impact très important. Si on observe les choses à l'échelle de l'histoire, on remarque bien qu'il y a eu une génération pour qui réussir, donc gagner sa vie, gagner de l'argent, c'était une nécessité. Je pense notamment à la génération d'après-guerre qui inconsciemment répondait aux besoins de sécurité matérielle parce qu'ils ont déjà connu le fait de tout perdre. Alors que la nouvelle génération d'aujourd'hui, elle se fiche de faire carrière, elle se fiche des étiquettes, elle est mobile, elle pense à son bien-être et à sa santé mentale avant tout. Elle n'hésite plus à agir à contre-courant, quitte à se planter aux yeux de leurs aînés. Ils veulent vivre ce qui les fait vibrer et se préserver d'un modèle sans queue ni tête qui les a servis. Point. C'est aussi la raison pour laquelle la nouvelle génération et celle de ses aînés ne se comprennent pas vraiment, puisqu'ils ne parlent pas le même langage sur les concepts de réussite et d'échec. D'ailleurs, on remarque que dans l'expression « gagner sa vie », on fait allusion au fait que notre vie du coup n'est pas à nous, puisqu'il faudrait la gagner, qu'il faudrait la mériter. Vous vous rendez compte de ce qui s'est logé dans notre inconscient ? Donc si vous parvenez à voir dans les événements qu'il n'est pas question de réussite ni d'échec, mais plutôt d'expériences de vie, qui vous correspondent et qui résonnent en vous à l'instant T, alors vous vivrez les choses qui vous arrivent certainement d'une manière bien moins punitive. Je dis pas que, par exemple, perdre son job, se séparer dans son couple ou voir son enfant galérer, c'est des expériences super marrantes à vivre et que c'est le pied, Il faut aussi reconnaître le caractère initiatique de l'épreuve. Et c'est pas en s'accablant ou en se fustigeant du caractère de réussite ou d'échec d'une situation que ça va aider. Donc, il vaut mieux traverser ce qui nous arrive et l'accepter, car après tout, on ne fait pas le passé, et les choses, elles sont ce qu'elles sont, et de considérer que ce qui nous arrive fait partie de ce qu'on doit nécessairement apprendre au travers d'une épreuve donnée pour passer un palier supérieur d'évolution. La perte d'un emploi, la faillite d'une affaire, un mauvais investissement, un enfant en dérive, un divorce, etc., ça nous met directement en confrontation avec notre capacité à dépasser certains aspects de la vie. Perte matérielle, établir une autre forme de communication, le lâcher-prise, etc. Ça ne nous dispense pas évidemment d'agir ni de faire preuve d'une réflexion préalable. Il est juste question ici de parvenir à se détacher du jugement qu'on porte sur soi-même, sur les autres, sur ce qu'il est bon ou pas de faire au nom du soi-disant bien-être personnel. Bien-être personnel qui finalement répond lui-même à des exigences qui nous dépassent, à des codes hérités de cellules dont on provient et dans lesquelles on évolue, qu'elles soient familiales, culturelles et sociales. Donc pour conclure, il me semble essentiel de bien assimiler le fait que les concepts de réussite ou d'échec, c'est du vent. Ça repose uniquement sur des projections, des conventions. On est câblé d'une certaine manière et on a tous évolué dans des environnements différents. Mais nos trajectoires de vie, elles s'inscrivent d'une manière bien plus personnelle. Il nous appartient donc de toujours conserver beaucoup de recul et de détachement face aux événements de la vie et aux jugements qu'on porte sur eux. Rappelez-vous qu'il n'y a ni bon ni mauvais choix, mais juste des choix qui impliquent des conséquences. Il n'y a rien de punitif, et l'accablement n'a jamais fait avancer qui que ce soit. Tout n'est qu'une succession de leçons, d'apprentissage permanent. Réussite ou échec, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous en tirez comme apport sur le moment. Et pour les plus sceptiques, croyez bien que même dans les situations les plus rudes et éprouvantes, il y a bien quelque chose à comprendre, à assimiler, à corriger ou à dépasser. En somme, la réussite ou l'échec sont les deux faces d'une seule et même pièce et non pas deux voies distinctes qui détermineraient notre valeur personnelle. On fait souvent l'erreur de s'identifier au degré de réussite qu'on parvient à atteindre. Donc pour le mot de la fin, transformons le concept de réussite en apprentissage de l'humilité et transformons le concept d'échec en détachement et en capacité à relativiser. Voilà, c'est la fin de ce 5e podcast Cristal Carbone sur la thématique des concepts de réussite et d'échec. J'espère que ce sujet vous a plu et que vous verrez peut-être le fruit de vos actions autrement qu'en une succession de 1 ou de 0 avec bien plus de nuances. Je vous invite à vous abonner pour suivre l'actualité de ma chaîne et les futurs podcasts à venir. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Insta comme d'habitude, à enso.ikigai et sur mon site ensoikigaitoutattaché.fr. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre attention, et comme disait Socrate, ce qu'on peut donner de meilleur aux autres, c'est de les révéler à eux-mêmes. Portez-vous bien.